Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Nous allons continuer dans le numéro de votre matinale à parler de la présidentielle du dimanche surpassé. On va examiner un peu les nouvelles positions par rapport aux résultats officiels. Boni Yayi a adressé son message au nouveau président élu. Les quotidiens vont revenir là-dessus et certainement on en dira deux mots pendant pendant cette matinale. Deux invités sur Actu Matin ce matin, Roland Ribou, président du CIP Bénin. Avec lui, on va examiner un peu les perspectives à l'horizon 2060. Quels sont les grands éléments qu'il faut mettre en place pour être sûr d'atteindre en tout cas cet horizon-là à l'heure et à bon port, notamment dans le domaine de l'économie. Il passera par ici pour nous dire deux mots à ce sujet. Romari Korondolo, lui, est président d'un mouvement, le DCC. C'est un mouvement ancré fortement dans les collines et qui a travaillé à l'élection de Romuald Wadaim, pardon. Avec lui, on va examiner un peu l'issue du vote du 12 avril dernier et surtout projeter le Bénin sous la présidence Wadaim avec notamment comme élément de boussole son projet de société, quels sont les éléments sur lesquels on pourrait l'atteindre, notamment pour ce qui est du développement des communes des collines. Il passera par ici nous dire deux mots. La rubrique traditionnelle de lundi matin selon ton rendez-vous. N'oubliez surtout pas le compte rendu de l'actualité. C'est ces derniers jours au Bénin, la réalisation d'Idriss Boukari à suivre. Les autres rubriques, notamment le bulletin d'information, la une des journées, la revue de presse, seront aussi au menu. Bienvenue à tous. Voici donc la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec Fraternité notamment. Le journal de Ménotin qui titre félicitations après la victoire de Wadaï à la présidentielle, la réaction républicaine de Yahi, les doléances aux nouvelles élus, réconciliation, libération des détenus politiques, retour des exilés, dialogue. Il y a beaucoup d'éléments dans le message de l'ancien président. On aura le Koukbemedji et au sujet des résultats de la présidentielle, les unes ont donné un quitus clair à la gouvernance en place. Et puis scrutin du 12 avril 2026, la plateforme Bus Awida remercie ses électeurs et félicite Romuald Wadaï. Wadaï Djogbenou, le duo successoral. C'est l'éditorial de Anissé Carlos Oké dans les colonnes de Fraternité ce matin. Voici décryptage info présidentielle 2026 au Bénin. Une victoire de Wadaï saluée à l'unisson du plan national à la scène internationale. Et puis le potentiel ordre de préséance, Talon organise la hiérarchie de 60 personnalités au plan national. Le matinal du désordre à la méthode, autopsie de 10 ans de réforme politique sous Patrice Talon, le télégramme, élu président de la République du Bénin, Boni Yayi. La Russie et l'Union africaine félicitent Romuald Wadaï. Voici Dynamisme Info. C'est vrai qu'on a besoin d'un réajustement sur votre écran. Dynamisme Info donc. Félicitations partenaires et républicaines à Wadaï, l'homme de paix Boni Yayi dans une posture salutaire. Gaskiani Info, victoire éclatante de Romuald Wadaï au premier tour. Le clin d'œil de Boni Yayi. Le quotidien d'Abarou Carnet Noir, l'épouse de MC Gbadamassi, n'est plus. La tribune de la capitale, victoire éclatante du duo Wadaï Talata à la présidentielle, les grandes attentes de la capitale. Info matin, victoire de Romuald Wadaï quand les mouvements de soutien mouillent le maillot plus que les partis politiques. Le routier, avec un cri de cœur ce matin, flambé du prix du ciment, la tonne a atteint 100 000 à 120 000 francs CFA. Beaucoup de chantiers sont à l'arrêt. Le journal La Boussole, adoubement de Wadaïm par Boniaï, symbole fort d'un apaisement et d'un consensus en construction. Voici les 4 vérités. Cérémonie officielle au Bénin. Patrice Talon fixe un nouvel ordre de préséance. Visa Info pour un nouveau mandat réussi à la tête de la municipalité de Calavi. Le maire Nathalie Cotine doit éviter les compromissions. Et puis la
Nouvelle tribune, le GDS Afrique félicite Wadaïm pour sa brillante élection, libération, arrestation de Camille Seba, extradition, zone d'homme, des relations troublantes avec un nostalgique de l'apartheid. Le journal Jakpata, présidentiel de 2026, les observateurs expriment leur satisfaction après la proclamation des résultats par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Professionnalisation de handball au Bénin, des commissions spécialisées ont été installées là, ce matin libre. L'investigateur Coupe de la Fédération dans le tennis, Morgan Segudo, vainqueur de l'édition 2026. Fraternité pour la deuxième lecture, félicitations après la victoire de Wadaï, la réaction républicaine de Yahi, les doléances aux nouvelles élus, réconciliation, libération des détenus politiques, retour des exilés, dialogue, bref, toutes les doléances à retrouver dans les colonnes de fraternité. Honorable Koupé-Midi, au sujet des résultats de la présidentielle, les urnes ont donné un quitus clair à la gouvernance en place. Et puis, scrutin du 12 avril 2026, la plateforme Busouida remercie ses électeurs et félicite Wadaï. Wadaï Ndjogbenou, le duo successoral, c'est le titre de l'éditorial signé Alessi Carlos Souké ce matin. Voilà ce qu'on peut retenir, hein, la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on aille à la régie directement. On va découvrir les titres au menu du bulletin d'information qui sera présenté par Florence Bossa. L'examen du certificat de qualification métier démarre ce jour donc sur l'ensemble du territoire national. À l'approche de cet examen, apprentis et patrons redoublent d'ardeur pour mieux se préparer. Immersion dans quelques ateliers pour constater l'ambiance des dernières révisions pratiques dans ce bulletin. Et puis, comment choisir l'huile à moteur de sa voiture ou de sa moto entre les promesses marketing étincelantes et une saturation de marque qui rivalise d'ingéniosité publicitaire. L'embarras du choix se transforme vite en une confusion totale. Nous proposons dans ce mini-journal les astuces qui permettent de choisir l'huile qui permettra à votre moteur de performer sur la durée. Conseil de votre chef garagiste dans le bulletin de Florence Bossa tout à l'heure. Voici le bulletin. Nous sommes donc là pour amorcer la présentation du mini-journal sur Actu Matin. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. Quelques jours du démarrage de l'examen de qualification au métier apprenti et patron redouble d'ardeur pour mieux préparer le candidat. Entre dernière révision pratique, montée en pression et espoir d'une première consécration professionnelle, immersion dans les coulisses des préparatifs dans quelques ateliers que nous avons sillonnés. À quelques jours de l'examen de certification de qualification au métier, l'heure est aux dernières révisions. Dans cet atelier de tapisserie, Fabrice et ses collègues sont en lice. Bon, on est en train de nous préparer très bien parce qu'ils ont formé des groupes et on passe souvent pour faire des réunions, pour faire des révisions sur les choses passées, comment travailler, les choses que tu dois acheter au premièrement pour commencer ton travail. Ici, aucune notion n'est laissée au hasard, que ce soit les épreuves théoriques ou pratiques, tout est passé en revue. La théorie, on les apprend au tableau et des jours, par exemple les lundis et aussi les mercredis, on les apprend au tableau, arrivé au tableau. Donc je dessine les canapés ou bien si c'est de lit qu'on voulait faire même là, je dessine ça et je les montre, par exemple même sur le tableau là, je les montre que d'ici à ici, si c'est un canapé de 3 places, ça doit prendre ce mesure. Si c'est un canapé de 2 places, ça doit prendre telle mesure. Même comment, la manière dont ils vont coudre les choses pour que la chose soit bien circulaire, je les montre tout cela. Un peu plus loin dans cet atelier de couture, le stress est à son pic. Cette semaine aussi, c'était stressant, mais on a déjà fait les pratiques, on a déjà aussi fait les théories. Donc, ça pourra passer. Chez les coiffeuses, c'est l'heure de jauger le niveau et de réveiller certains réflexes chez les candidates dans le cadre d'un examen blanc. À l'organisation, l'association des coiffeurs et coiffeuses de Kokokodji. L'épreuve comportait 3 volets. Premièrement, nous avons fait la phase pratique.
où nous devons réaliser les traces qu'on nous a données. Ensuite, ils ont noté le comportement professionnel et après nous avons fait l'épreuve orale. Il y a parmi eux qui ont fait 3 ans, il y a également ceux de 2 ans. Mais je suis sûr qu'avec les remises en forme, les résultats qu'on a eu tout à l'heure, on est sûr que les 100% de nos résultats devaient nous revenir. Le certificat de qualification au métier CQM est organisé par l'État béninois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin depuis quelques années. Il s'agit d'une évaluation des compétences des artisans dans divers corps de métier afin de leur donner une reconnaissance publique de leur savoir-faire. Et avec l'examen de qualification au métier, ces apprentis artisans bénéficient désormais d'une reconnaissance officielle de leur savoir-faire. Nous nous sommes rendus dans plusieurs ateliers de la commune de Toribosito pour mesurer justement l'impact de cet examen sur leur parcours. Dans l'ensemble, la réforme est bien accueillie dans le rang des jeunes artisans en formation. Dédi Kougal. Dans cet atelier de couture situé à Toribosito, dans le département de l'Atlantique, Monique a déjà cumulé 2 années d'apprentissage. En pleine discussion avec l'un des responsables de sa fêtière, elle évoque sa participation au prochain examen de qualification au métier. Je m'apprête à aller à l'examen du CQM. Je m'exerce sur la base des notions acquises et surtout sur les nouveaux modèles. Pour elle, le CQM représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une étape décisive vers la reconnaissance professionnelle et l'espoir de s'affirmer pleinement dans son métier. J'ai déjà cumulé 2 années d'expérience. Je ne suis plus à l'étape d'une débutante. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des coutures dames et hommes. Aujourd'hui, les apprentis passent un examen pour pouvoir obtenir leur diplôme auprès de l'État. Nous, les patronnes, nous ne sommes plus impliqués. Les apprentis doivent avoir un certain niveau dans le métier avant qu'on ne les présente à un examen. Les expériences ont prouvé que les apprenants ne prennent plus au sérieux le travail. Depuis l'intensification de cet examen, de nombreux jeunes artisans voient leur parcours prendre une nouvelle dimension. Le certificat obtenu leur ouvre des portes, accès à des marchés plus importants, crédibilité auprès des clients, possibilité d'obtenir des financements ou même de former à leur tour d'autres apprentis. Le CQM est une fierté pour moi. J'ai commencé mon apprentissage en 2022. En 2025, j'ai passé l'examen du CQM et je suis admise. La même année, j'ai ouvert mon atelier. Pour les responsables des artisans de la localité, le CQM contribue à structurer davantage le secteur et à valoriser les métiers techniques longtemps perçus à tort comme des voies secondaires. Ici, à Toribosito, cet examen apparaît comme un véritable levier d'insertion socio-professionnelle. Autre sujet, comment choisir lui la moteur de sa voiture ou de sa moto entre les promesses marketing étincelantes et une saturation de marques qui rivalisent d'ingéniosité publicitaire. L'embarras du choix se transforme vite en une confusion totale. Alors, comment filtrer le vrai du faux dans cet univers saturé? Comment décortiquer les étiquettes sans être ingénieur en mécanique? Et surtout, comment s'assurer que l'huile choisie est celle qui permettra à votre moteur de performer sur la durée? Élément de réponse dans ce reportage de Ulrich Gab. Bien qu'apparemment facile, le choix de l'huile à moteur devient un véritable casse-tête face à la kyrielle de produits qui s'offre aujourd'hui aux clients. De 5 000 à plus de 40 000 francs CFA pour le même produit, le propriétaire de voiture est obligé de faire l'équilibre entre la générosité de sa bourse et la santé de son moteur. C'est le spécialiste qui peut vous indiquer la meilleure huile à choisir. Et chaque fois lorsque je dois faire la vidange, moi-même je me déplace pour venir voir mon mécanicien.
Tous les techniciens automobiles s'accordent sur le fait que les huiles qui pullulent le marché avec des publicités aguichantes ne s'équivalent pas. Mais il y a des huiles qui est vraiment lourd. C'est ça qui est un peu partout. Ça se vend un peu partout dans le marché. Je ne peux pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ça, c'est lourd. Tu mets ça dedans. Mais 2000, 1000, 1500 km, dès que vous vidangez, vous allez trouver que vraiment c'est fluide et puis c'est comme de l'eau. C'est ça qui fait, c'est ça qui tue les moteurs. Mais la chose qui contrôle, est-ce que vous maman mire comment ils vont y ça maintenant hamire boama samia a chose non contrôler oh ben non publicité les blocs clients les sont et des sont kwami wa ko mais jemina za minimum vitamine. Minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique, le secret est écrit ici dans ces chiffres mystérieux. Le premier chiffre indique en réalité la fluidité à froid et le second, la résistance de l'huile à la chaleur. C'est selon l'année du véhicule qu'on achète l'huile qui est convenable. Exemple, vous mettez l'huile 530 par exemple dans le moteur et l'autre met 530 et 1040 dans le même moteur, il n'y a pas de différence. Mais le mal est que ça ne tue pas le moteur science tenante. C'est au fil des jours. J'ai suivi un désagrément avec un premier véhicule que j'ai acheté il y a très longtemps et c'est à partir de cet instant que je prends beaucoup de précautions dans les choix de mes huiles quand je fais de la vidange. Se référer toujours aux spécialistes au lieu de faire de l'autopréconisation, c'est le conseil des techniciens automobiles. Car, au final, estime-t-il, dépenser 10 000 francs de plus pour une huile certifiée sera toujours moins coûteux que de remplacer tout le moteur à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. Dans le secteur des transports, les taxis villes traditionnellement de couleur vert et jaune sont en voie de disparition. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est que de nombreux acteurs ont infiltré le dit secteur non pas par vocation mais plutôt par nécessité. Conséquence, les taxis villes ne gagnent plus grand chose et ne pouvant pas supporter la concurrence disparaissent simplement de la circulation. Le reportage que je vous invite à suivre à ce sujet est une production de Virgile Arodéon et Jocelyn Barriga. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Tokpa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissables à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leurs premiers clients depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Tokpa là, c'est à Djonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, à Bomé. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Koloboto. Après, Trisik. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis-villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis-villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis-villes garent comme les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi, je cherche à vendre mes taxis même. Ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxis-villes de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassuno, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner. Ne sachant plus quoi faire, d'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa, devenus depuis quelque temps
les moyens de transport privilégiés des Cotonois. On en vient à présent à ce dossier. Le secteur immobilier connaît une mutation depuis quelques années au Bénin. Avec la présence des démarcheurs, ils sont devenus des acteurs incontournables du secteur grâce à leur disponibilité et leurs offres qu'ils proposent aux citoyens en quête de chambres ou de maisons à louer. Ils servent d'intermédiaire entre le bailleur et le client pour conclure le bail. Mais une fois entré en contact avec ces intermédiaires sur le terrain, le Maty se présente sous diverses formes. Dans ce reportage que nous vous proposons, on décrit les réalités auxquelles ils sont souvent confrontés. Il y a les réalités entre clients et démarcheurs. Suivez plutôt. Plus qu'un service, c'est un passage important dans le processus de location de chambres. Dans la quête de ce besoin immobilier très prisé à Cotonou et à Bomé-Calavi, pour ne citer que ceux-là, des centaines de foyers et milliers de jeunes se réfèrent à ces démarcheurs dans l'espoir de vite trouver satisfaction. Mais cette satisfaction n'est toujours pas au rendez-vous. Cet après-midi, Rodrigue, un jeune proche de la trentaine, est en pleine discussion avec l'un de ses intermédiaires entre bailleurs et locataires. Si tout va bien, si ça marche, on va lancer photo en même temps. Ok. Mais ni de quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que Rodrigue est à la recherche d'une nouvelle chambre à louer. Mais il est confronté à un comportement qui ne se fait pas rare chez les démarcheurs. J'ai appelé un démarcheur, je lui ai dit que la chambre que je veux que ça soit proche du goudron, et il m'a fait tourner jusqu'à... On est allé dans une zone reculée qui est un peu loin du goudron. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais. Et il m'a dit non, que lui, il doit prendre son agent de visite d'abord avant de m'amener encore dans une autre maison. Le périple se poursuit donc pour ce jeune rencontré à Bomé-Calavi. Tout comme lui, ils sont nombreux à tomber sur ces démarcheurs qui sont parfois à la recherche de plus de profit sur les clients qui leur font recours. Et ces rencontres se transforment en de mésaventures presque inoubliables. Un jour, je devais prendre une parcelle et j'ai commencé le paiement parce qu'ils avaient autorisé le paiement par tranche. Ils m'ont dit que c'était plus possible d'avoir la parcelle que j'avais choisie au début et qu'ils avaient d'autres parcelles dans d'autres localités. Donc, ils voulaient carrément m'imposer leur choix. Même si la chambre n'est pas bonne, tu es obligé de payer. Voilà, et tu seras en train de faire tout cette tracasserie-là jusqu'au jour où tu trouves la bonne chambre. Nombreuses sont ces situations qui transforment de plus en plus le recours aux démarcheurs en un véritable calvaire pour les clients. Une difficulté qui prend de l'ampleur. Mais on peut leur demander d'être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce que nous souffrons tous. Ils n'ont qu'à arrêter de se comporter comme ça avec nous. Un appel pour plus de professionnalisme. Un message à l'endroit des démarcheurs qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux dans le secteur de l'immobilier. Ils se doivent de relever le défi de la satisfaction des clients avec moins de goulot d'étranglement. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Florence, merci pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, les autres rendez-vous sur Canal 3 Bénin en matière d'information. C'est les grandes éditions, notamment de 13h, de 19h30 et de 22h30. Il y a aussi les éditions intermédiaires, ce que nous appelons dans notre jargon le bulletin de l'information. Les rendez-vous dans la journée, c'est 11h et 16h. Cela vous permet justement d'avoir une idée précise de l'actualité au plan national et international. Pour le moment, Actu Matin se poursuit. Je vous ai annoncé deux invités sur ce plateau. On va déjà commencer par recevoir le tout premier. Voici mon invité. Le tout premier invité ce matin, c'est M. Roland Ribou, président du CIP Bénin. Le CIP, c'est le Conseil des investisseurs privés du Bénin. M. Ribou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec vous, nous allons projeter le Bénin sur les 3 prochaines décennies en nous basant sur la vision Bénin soit de 2060, un monde de splendeur. Encore une fois, merci d'être venu. Pour réaliser le rêve du Bénin, des splendeurs pour 2060, vous avez publié récemment une tribune qui fait un excellent diagnostic du contexte actuel et vous dites qu'avec un marché de consommation aussi réduite
que celui du Bénin. Avec un pouvoir d'achat aussi faible des populations, ce n'est pas évident de créer la croissance économique pour le rêve 2060. Mais le Bénin rêve plutôt, M. Ribou, d'être un État de service bien plus qu'un État de production et de consommation. Il y a d'autres pays qui y sont arrivés. La Suisse, la Finlande, par exemple. Bon, il faut remettre 2 ou 3 choses en perspective. Tout d'abord, pourquoi je dis marché petit? Je pense aux investisseurs étrangers en particulier qui peuvent se dire, bon, c'est 15 millions d'habitants, pas un grand pouvoir d'achat, pourquoi venir ici? Allons plutôt au Nigeria s'ils sont courageux et ils parlent anglais, et sinon, le cas échéant, en Côte d'Ivoire. C'est cette raison-là. Sinon, l'autre problème que nous avons pour qu'il y ait une croissance à 2 chiffres, c'est effectivement qu'il faut mobiliser les énergies. Alors maintenant, vous dites que le Bénin a choisi d'être dans le tertiaire. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que si vous regardez bien, d'abord, ce qu'a fait le président Talon jusqu'ici, il s'est quand même beaucoup attaqué à l'industrie, puisque nous avons Glogic Bay avec beaucoup d'industrie. Si vous regardez le programme du président élu Ouadani, il y a effectivement encore beaucoup de développement dans l'industrie. Ça, c'est un. D'autre part, le tertiaire, donc les services, dans notre pays, essentiellement, ils servent le primaire et le secondaire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les banques, vous avez les assurances, vous avez le port. Tout ça, c'est pas en train de servir le marché mondial, en ce sens que les banques vont devenir des grandes banques suisses qui vont attirer des investisseurs ou autres. Les compagnies d'assurance ne vont pas remplacer la Lloyd à Londres. Tout ceci est fait pour développer le secteur primaire et secondaire en réalité. Donc, il faut que ces 2 secteurs se développent. Alors, par exemple, le président élu Ouadani, justement, a parlé du soja. Alors, le soja, si actuellement, effectivement, comme il le dit, la productivité, c'est 1 tonne à l'hectare, il faut passer à 2 tonnes. Et là, je donne quelques éléments, en particulier le fait qu'il faut lutter contre l'analphabétisme, parce que des gens, des paysans, des producteurs sur la terre, lorsqu'ils veulent accroître leur productivité, ils vont avoir besoin de lire des modes d'emploi, de comprendre ce que veulent dire certains modes d'emploi pour les engrais, etc. Si vous voulez. Donc, c'est lié. Donc, moi, je pense que les 3 secteurs vont se développer en même temps. Et essentiellement, le tertiaire va dépendre du primaire et du secondaire. Mais voilà. Que dites-vous justement du développement, je dois dire, accentué, par exemple, du numérique, qui, ma foi, veut faire du Bénin, en tout cas, un pôle essentiel et important dans la sous-région? On n'a rien contre, hein. Il n'y a rien contre. Les Béninois sont de bons mathématiciens. Donc, effectivement, ça va pouvoir se développer. Mais je ne pense pas que ce soit ni le but du gouvernement, ni la réalité de ne pas mettre en avant et l'agriculture et l'industrie. Alors, vous préconisez, entre autres solutions, l'investissement de la production agricole, notamment pour répondre au déficit qui engendre actuellement un état de malnutrition infantile sévère par endroit. C'est votre réflexion. La politique d'interdiction d'exportation des productions agricoles, quoique mal comprise par les populations, vous en aviez certainement eu écho, a déjà fait baisser le coût. Cela devrait suffire à répondre aux besoins nationaux. Non, là, il y a encore une incompréhension. Ce dont je parle, c'est la malnutrition infantile. Le Bénin produit suffisamment de produits alimentaires pour se satisfaire. Ce qui manque, c'est que lorsque il y a des bons produits, par exemple des œufs, des poissons ou autres, les gens des villages préfèrent aller vendre sur le marché plutôt que de donner à leurs femmes. Donc ce que je préconise, c'est de créer des jardins communautaires qui seraient gérés par des femmes, justement, parce qu'elles auraient un intérêt, on leur fera comprendre que c'est leur intérêt à elles et à leurs enfants d'être bien nourris. Et donc, c'est ça que je préconise, si vous voulez. C'est des jardins communautaires qui seraient dans chaque village, dans chaque commune, où on pourrait avoir effectivement une meilleure alimentation pendant les fameux 1000 premiers jours, où il y a actuellement, chez un tiers à peu près des enfants, et donc ultérieurement des adultes, un déficit. Alors, vous tenez aussi vraiment à l'idée d'une rééducation des Béninois du point de vue de leur rapport avec le bien public et l'amour du pays. Vous aviez initié l'élaboration d'un ouvrage dans ce sens il y a quelques mois. Le candidat Ouadani élu président a plutôt en ligne de mire la formation technique
et professionnel. Est-ce qu'il y a une distance entre les deux options? Au contraire, l'un ne va pas sans l'autre. Prenez par exemple le Japon. Dans l'usine Toyota d'Osaka, il y a tous les ans 20 000 propositions faites dans la boîte à idées par des ouvriers. Donc ça veut dire que les gens viennent dans l'entreprise avec le souhait que l'entreprise se développe avec une fierté. Lorsqu'on parle d'éducation civique et morale, c'est pas seulement l'amour du pays, c'est aussi l'amour de soi-même, en ce sens qu'on a une fierté et qu'on souhaite qu'on soit bien vu, qu'on n'ait pas de honte, etc. Si vous voulez. Donc ça veut dire que les gens vont devoir avoir une attitude positive par rapport à leur travail. Imaginez quelqu'un qui viendrait ici chez vous et qui va changer la climatisation. Typiquement, il arrive chez nous qu'il y a des gens qui prennent des bonnes pièces et remplacent par des mauvaises pièces de façon à ce qu'ensuite ils peuvent revenir. C'est sur le comportement qui est complètement à bannir. Alors, je vous parlais des Japonais. Maintenant, regardez les Américains. Boeing a des problèmes. 2 ordres de problèmes. Certains avions sont tombés parce qu'il y avait un endroit, on avait mal vissé quelque chose. C'est quoi? Ça veut dire que les gens ont perdu le sens de l'honneur d'eux-mêmes et font du travail bâclé. Au sommet, les gens ont laissé voler des avions dont ils savaient pertinemment qu'ils étaient en difficulté. C'est quoi? C'est la morale, ça. Donc, si on veut réaliser le programme du président élu Ouadani, il faut vraiment que les gens aient un sens moral développé. Donc, rééduquer, c'est un peu méchant. Mais en fait, si vous voulez, il faut reconnaître que, avec probablement la démocratisation, etc., le sens moral s'est émoussé et les gens, assez naturellement, recherchent leur avantage immédiat. Et ils oublient que leur honneur peut être en jeu. Et la honte a disparu chez certaines personnes et ça crée des problèmes. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les Béninois reviennent à des valeurs antérieures qui ont existé et qu'il faut remettre à l'ordre du jour en faisant comprendre que le monde tel qu'il est, c'est pas seulement un monde matériel où vous essayez de ramasser le plus possible immédiatement, quelles que soient les conséquences, mais un monde où vous avez une colonne vertébrale, vous croyez en vous, vous croyez en votre pays, vous croyez à l'entreprise qui vous a embauché ou l'entreprise que vous avez créée, et vous allez de l'avant avec fierté. Oui, mais dans la curriculum de formation à l'école, ce n'est pas les leçons pour construire la morale et puis l'honneur qui manquent. Comment est-ce que ça peut se comprendre qu'au fil des années, ça a pu dégringoler comme ça parce que les Béninois de 60 à 80 n'ont pas le même profil moral que les Béninois de 90 à aujourd'hui? Non, mais écoutez, je pense tout simplement qu'il n'y a pas la même quantité de cours dispensés. C'est clair, par exemple, un jour j'ai parlé avec une personne importante au ministère de l'enseignement primaire qui disait si, il y a une morale. D'ailleurs, on a fait un travail sur le port du casque. Mais le port du casque, je suis désolé, ça vient complètement après. Quand on a déjà tout noté, quand on sait déjà qu'on est une personne digne, qu'on doit respecter des règles, etc., c'est juste un accessoire. Mais faire des cours sur le port du casque, en principe, ça ne marchera pas, en ce sens que ça marchera si on vous dit que dans 500 mètres après, vous avez quelqu'un qui peut vous filmer, et puis Mais par contre, il faudrait que ce soit intériorisé, que vous pensiez que oui, c'est la règle, on l'a donnée, cette règle-là. Donc, il y a un gros changement, si vous voulez. Il faut remettre en route une demi-heure par jour d'éducation civique dans le primaire et le secondaire. C'est indispensable. On a vu, je ne sais pas si ça a un lien avec la démocratie, hein, vous l'aviez effleuré tout à l'heure, la question de la morale. Dans les pays démocratiques, on a ce constat de ce profil de morale. Dans les pays moins démocratiques, les citoyens sont un peu plus en règle avec l'État, avec eux-mêmes et avec leur conscience. Il vaut mieux aller vers les autres types de gouvernance politique. Vous savez, l'historien démographe Emmanuel Todd parle de démocratie autoritaire. C'est le cas, par exemple, de la Russie, etc. Voilà, la Chine. Je pense qu'effectivement, en ce qui nous concerne, ce doit être une chose indispensable. On ne peut pas sortir de cette situation, arriver vers
avoir une croissance à 2 chiffres si on va dans tous les sens. Il faut qu'il y ait une autorité. Bon, le président Talon, par exemple, a bien montré qu'il y avait une autorité désormais au sein. Mais ça doit être comment je dirais, exagéré, complété à partir de l'école, et l'école doit donner aux enfants le soubassement. Exactement, le soubassement. Vous avez bien dit, c'est le mot, vraiment. Oui. Autre sujet que vous aviez effleuré aussi dans votre réflexion, c'est la question donc de l'énergie. C'est une question essentielle. Et vous aviez suggéré qu'on explore d'autres idées, notamment la question de l'énergie nucléaire. On se rappelle très bien, on est dans le contexte africain. La question nucléaire, pour les grands du monde, ça soulève des cheveux. Hein? Ça ne va pas être un sujet assez inquiétant pour nous là. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Actuellement, c'est vrai qu'il y a une polémique bizarre sur l'Iran. Et avant l'Iran, l'Irak. Et puis d'autres. Oui, mais comme vous savez, l'histoire de l'Irak, c'était faux, c'était un mensonge. Et l'affaire de l'Iran, c'est également un mensonge parce qu'il y a une fatwa qui a été instaurée par Khomeini et conférée par Khomeini, qui ont été les deux leaders religieux jusqu'à le décès du dernier, qui ont été très clairs. Ils ne voulaient pas de la bombe atomique parce qu'ils pensent que tuer comme ça des centaines de milliers de personnes, c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Donc, mais les Israéliens qui voient dans l'Iran un énorme concurrent pour leur prééminence, en particulier industrielle et intellectuelle, ont fait en sorte que depuis des années et des années, l'Iran soit rejeté de la communauté internationale. Il faut quand même savoir qu'en Iran, il y a tous les ans, on sort autant d'ingénieurs plus d'ingénieurs qu'aux États-Unis. Tout à fait. 3 fois plus qu'en France, 3 fois plus qu'en Allemagne. Ce sont des gens qui, s'ils étaient sans sanctions, seraient un pays absolument extraordinaire. Et les Israéliens ne veulent pas ça. Et c'est pourquoi ils viennent raconter que oui, c'est les méchants, bombes atomiques, etc. Sinon, regardez par exemple en Europe où il y a eu pendant des années, on a démonisé, je vous dirais, le nucléaire. Tout d'un coup, Madame von der Leyen arrive et puis dit ben non, c'était une erreur stratégique, on aurait dû faire le nucléaire. Regardez en France où des gens qui n'avaient pas leur tête bien à eux ont fait arrêter Fessenheim, par exemple, qui tout d'un coup disent ben non, il faut relancer le nucléaire, etc. Si vous voulez donc. Et l'Afrique, vous parlez de l'Afrique, très bien. Afrique du Sud, depuis 1958, ils ont des centrales nucléaires qui sont d'origine française, d'ailleurs, c'est EDF qui les a installées. Actuellement, ils ont des projets de mini-centrales, ce dont je parle. Au Rwanda, vous avez effectivement déjà... Ils ont récupéré un savant burkinabé qui là-bas, donc j'imagine à l'université, prépare des jeunes gens dans cette filière nucléaire. À ma connaissance, le Ghana a récemment fait une grande réunion sur le nucléaire. C'est d'actualité. Moi, je dis, d'ici 14 ans, il n'y a aucun doute que partout en Afrique, il y aura au moins des mini-centrales. Je ne parle même pas de l'Égypte qui s'est lancée dans une grande centrale. Mais nous, on est un pays, je dirais, relativement petit. Le Nigeria pourrait le faire. Mais nous, on doit plutôt aller vers des mini-centrales. Donc, c'est un sujet qui n'est pas... Mais c'est bien qu'on l'évoque, parce que les gens souvent disent « Ah oui, c'est vrai ». Surtout qu'il y a toute cette propagande sur l'affaire iranienne qui trouble l'esprit des gens. Enfin, le nucléaire est bien maîtrisé. Hein, bien maîtrisé. Oui, mais ça veut dire que les options comme le solaire et l'hydraulique ont prouvé leur échec. Pourtant, c'est un continent suffisamment, je dois dire, ensoleillé pour être l'option première envisagée. C'est un continent aussi suffisamment arrosé pour qu'on pense à l'hydraulique. Pourquoi est-ce que ces options ne sont plus vraiment sur la table et on pense au nucléaire? Sur la table, je ne suis pas sûr, hein, parce que, par exemple, il y a... Ça s'appelle la centrale hydraulique de Dogo, qui est en cours de réalisation sur le fleuve Ouémé. C'est un projet dont a parlé le président élu Ouadani. Quant au solaire, le léger problème, c'est que pour moi, la nuit, vous le savez, il n'y a pas de soleil. Donc ça veut dire que c'est intermittent. La journée, vous aurez du soleil. La nuit, pas de soleil, donc pas d'électricité. C'est très bien pour faire des économies.
Donc, par exemple, on peut imaginer que les usines mettent sur les toits des entrepôts, des usines, etc., mettent du solaire et donc vont faire des économies dans la journée. Dans les familles, dans les villages qui n'ont pas encore accès à l'électricité, on pourra avoir des familles qui auront une petite centrale solaire avec une batterie, et le soir les enfants pourront faire leurs devoirs sans problème. Mais on ne peut pas imaginer le solaire sans à côté des énergies constantes et qu'on peut faire varier. Donc c'est justement le cas du nucléaire, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement des centrales qui marchent au gaz ou autres, si vous voulez. Le problème qui va se poser aussi, c'est la question de la campagne pour la protection, je dois dire, de la planète. L'option nucléaire, ça va poser un petit problème aussi. Écoutez, de quel point de vue? Le seul problème, c'est les déchets. Oui. Sinon, donc, le problème des déchets, bien entendu, on fera pas ça nous-mêmes. On va faire appel à un grand opérateur qui lui gérera ces questions-là, etc. En plus, maintenant, il y a des systèmes qui permettent de continuer à utiliser les déchets jusqu'à complète extinction. Donc, ça pourrait être utilisé aussi. Monsieur Ribou, je ne vais pas vous laisser partir. Hein. Nous sommes dans un contexte, je dois dire, d'actualité. L'élection récemment de Romuald Wardani en tant que président. Vous êtes acteur du monde des affaires. Vous avez certainement écouté ou lu, je dois dire, son projet de société, l'idée de la régionalisation, du développement du Bénin. Ça vous a fait quelle réflexion? Écoutez, j'irai même plus loin. C'est pas moi qui ai eu cette idée-là, mais quand même, je la relais. En dessous de cette régionalisation, il faudrait aller beaucoup plus loin et aller jusqu'à un péage par commune. Ah oui? Ce serait, à mon avis, ce serait une bonne idée. Vous voyez, par exemple, donner aux communes, chaque commune devrait avoir des plans de développement communaux. Oui, absolument. Oui. Avoir justement, je viens à mes marottes, des jardins communaux pour les femmes et les enfants, pour que rapidement gérer la question de l'alphabétisme, puisque donc je parlais dans mon article d'une méthode cubaine qui s'appelle Aussi Puedo, qui est adaptée justement, qui assez facilement permet aux gens d'avoir ce genre de choses, et puis d'autres, si vous voulez. Donc, à mon avis, c'est super, c'est une très bonne idée de commencer à décentraliser, et à partir de là, on peut donner à chaque commune la tâche de créer des PAG locaux sur des points particuliers, bien entendu. À côté de ça, il y a aussi l'eau, etc., si vous voulez. Enfin, ça permettrait de vraiment d'aller vers le fond des populations. Monsieur Roland Ribou, merci d'être venu sur Actu Matin. Je vous en prie, très c'est un bonne plaisir, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, c'est l'actualité des sports. Dans Sport Matin ce matin, on aura parlé de plusieurs disciplines. Candide, bonjour. On va ouvrir donc la semaine sportive avec le menu largement dominé par le football, par exemple. Les Amazones Juniors entrent en regroupement ce lundi. C'est l'heure de retour aux affaires pour les Amazones U20 du Bénin qui se tournent désormais vers le dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans, tombeuses des Guinéennes et des Égyptiennes respectivement au deuxième et troisième tour qualificatif. Il faut dire que les filles du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou affrontent aux portes du mondial leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Ça sera en double confrontation et l'équipe victorieuse obtiendra le ticket de la Coupe du Monde féminine junior. En prélude donc à cette double confrontation, elles entament dès ce lundi le stade de préparation de ce rendez-vous crucial qui pointe à l'horizon ce qui serait, il faut le dire, une sorte de continuité dans le travail, puisque les joueuses convoquées sont celles qui viennent d'achever ou de boucler une trêve internationale féminine charnière. Certaines étaient en Tunisie avec les seniors où l'équipe a affronté justement la Tunisie et l'île Comores, et bien d'autres étaient avec l'équipe des moins de 17 ans qui vient de décrocher sa qualification pour le deuxième tour qualificatif au mondial des moins de 17 ans. Le challenge est de taille. La Côte d'Ivoire, un dernier défi à relever pour s'ouvrir grandement les portes de la Coupe du Monde féminine pour la toute première fois de l'histoire et de l'histoire d'une équipe féminine
du Bénin. Les cadettes ont décroché samedi, vous allez le voir sur les images, la qualification pour le prochain tour de la course qualificative. Je l'ai annoncé un peu plus tôt, je l'ai évoqué un peu plus tôt, au mondial féminin des moins de 17 ans. Après donc une défaite 3-1 à Ouagadougou au match aller, les Amazones avaient une mission commando, une remontada à cocher pour arracher leur qualification au prochain tour, et la clé s'appelle Romaine Gandonou, déjà buteuse au match aller à Ouagadougou, qui au match retour, elle seule était la bête noire qui brise le rêve des jeunes burkinabés. Sur cette action, elle ouvre le score à la 31e minute de jeu, justement sur un centre qui la retrouve dans le dos de la défense. Au retour des vestiaires, eh bien, elle inscrit le deuxième but sur cette action à la 50e minute de jeu, Romaine qui double la mise pour le Bénin et lui permet de refaire son retard sur l'ensemble des deux matchs. 7 minutes plus tard, il faut le dire, elle inscrit le triplé, et comme cela ne suffisait pas, elle va inscrire le 4e but de la rencontre à la 90e minute sur pénalty fauché donc dans la surface de réparation. Elle boucle son festin offensif sur un pénalty avec un coup de sifflet final, justement 4-0 au coup de sifflet final pour les Amazones du Bénin pour cette manche retour, et 5-3 sur l'ensemble de la double confrontation, arrachant ainsi leur qualification au deuxième tour des éliminatoires, où elles seront face désormais à leurs homologues de la Sierra Leone en double confrontation, et ce deuxième tour aura lieu en mai prochain. Tanguy, avant de passer justement au plan national, oui, les Amazones U17 battus à l'aller 3-1 qui au match retour font leur retard au score et bien entendu arrachent la qualification pour le deuxième. Et on peut se demander en voyant le match retour qu'est-ce qui s'était passé à Ouagadougou pour qu'elles encaissent 3 buts pour n'en marquer qu'un seul. Parce que relativement, je dois dire, l'équipe béninoise a largement dominé mettons son adversaire du jour à Lomé, et c'était vraiment assez surprenant, faut-il dire. Deuxième élément sur lequel il faut attirer peut-être l'attention, c'est le phénomène Gandonou qui devient, je dois dire, de plus en plus insistant vu justement ses performances, parce que ce soit avec la U17 ou avec la U20 ou avec sa sélection, c'est une machine à but pratiquement incontrôlable et incontenable. Je me demande comment est-ce que ça a pu exploser comme ça de façon aussi subite. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir, et j'espère véritablement que ça ne va pas faire comme un feu de paille où très rapidement ça va s'éteindre. Ce qui est aussi à dire, c'est que quand le championnat en tout cas est bien alimenté et bien entretenu et que c'est régulier, on a forcément des phénomènes comme ça qui peuvent se illustrer. On attend de voir. Gandonou qui en 3 saisons a déjà totalisé 97 buts, il faut le dire, une légende en devenir, diront certains, il faut le dire. Allez, ces Amazones U17 vont affronter leurs homologues de la Sierra Leone, tombeuses de leurs homologues de la Côte d'Ivoire au premier tour de cette étape qualificative. On va s'intéresser maintenant à ce qui s'est déroulé au plan national ce week-end. Les matchs de la 13e journée en retard de la première division féminine du Bénin ont été joués ce week-end au niveau de la poule A. 5 matchs au total déroulés au cours donc de cette 13e journée. En autre fortune diverse pour les différentes équipes. Les champions en titre en grande difficulté et depuis la phase aller ont goûté à la victoire samedi face aux leaders en perte de rythme. Les promus de l'Est Cotonou déroulent devant Ntambou FC d'Adjara, puis Ainovi FC a été donc battu lors de son déplacement à Ouida par un score de 3-1. Victoire 6-0 pour l'équipe de l'Est Cotonou devant Ntambou FC d'Adjara samedi, et s'est imposé par 3-0 à Dynamique FC de Bomekalavi, 2-2 entre Nadia et Saba, et puis victoire à domicile pour l'Est UMSA devant l'équipe de Cefos. Le classement après ces différentes rencontres déroulées reste toujours dominé par Dynamique FC d'Abomey-Calavi avec 27 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. L'AS Cotonou monte désormais à la 2e place au classement avec 25 points au compteur, un goal différentiel de plus 13. Pendant ce temps, Tambou descend à la 3e place avec 24 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. Au bas du classement, Saba est 8e. Samneli avant dernier au classement, l'équipe championne en titre qui peine à se retrouver, à se faire une place de choix sur le classement. Et puis c'est Fos qui gagne la lanterne rouge avec 8 points au compteur, un goal différentiel de moins 17. On va parler des hommes maintenant.
On va parler notamment de la 25e journée de la Ligue 1 béninoise qui a été jouée ce week-end. 9 matchs déroulés au total dans le cadre de cette 25e journée de la Ligue 1. Saison 2025-2026, score nul pour le match qui a opposé l'US Cavalier à son homologue d'Espoir FC de Savalou. Score à l'arrivée, un but partout. Victoire à domicile pour les Adiaka Lolo de l'Est, Cotonou devant les jeunes venus de Bani Yoncé et les homologues, bien entendu, de Dynamo FC d'Abomey en déplacement à Ndali se sont inclinés sur un score de 2-1 devant Damissa FC. 4-0 pour la victoire à domicile de l'ASPAC devant l'équipe de l'ES Soubemap. Les Portugais qui s'imposent donc aux manutentionnaires de l'ES Soubemap. Victoire à domicile pour l'équipe de Coton sur un score étriqué d'1-0 devant Asfo. Même score pour la victoire de la jeunesse sportive de Poubelle devant Ayema Football Club. Les Dragons de Lomé ont été battus ce week-end 2-1 par leurs homologues de l'USS Craqué. L'Autopopo qui s'offre sa part devant Dadje 5-1, puis victoire à domicile pour ODUAC de Commun devant les Buffles du Borgou. Le classement reste dominé par Coton après donc cette 25e journée de la Ligue 1 béninoise avec désormais 51 points au compteur, un goal différentiel de plus 19. L'Autopopo qui reprend la deuxième place au classement avec 46 points au compteur désormais, un goal différentiel de plus 15 et avec sa défaite du week-end, la SOBMAP descend à la troisième place au classement avec 45 points au compteur, un goal différentiel de plus 8. Le top 3 au bas du classement un peu changé avec Bani Gansé qui descend désormais à la 16e place au classement, qui prend donc la place de l'USS Craqué qui monte bien entendu dans le classement. L'US Cavalier garde l'avant-dernière place au classement avec 16 points au compteur, un goal différentiel de moins 16. Puis Dadje est bien entendu dernier avec 14 points au compteur, un goal différentiel de moins 34. Au niveau de l'antichambre, pour parler de la Ligue 2 béninoise ce week-end, on en était à la 24e journée de compétition pour un total de 9 matchs déroulés. Score nul d'un but partout entre Béké et les Requins de l'Atlantique. Diefa a battu à domicile 2-0. La jeunesse athlétique de Kétou 4-0 pour la victoire des policiers devant leurs homologues du Dynamo de Paraquadija. S'est imposé par un score d'1-0 avant comme score, tout comme Sitatunga devant l'équipe d'Aziza. Score nul et vierge entre Pontet et Dynamique. Victoire à domicile pour Abeille devant l'équipe d'énergie. 2-1 pour la victoire d'Abdouboua devant l'Est Takuna. Puis score nul et vierge entre S et l'E-Sport et l'équipe de Ria Sport de Paraco. Le classement est dominé par Djefa qui reprend la première place au classement avec désormais 43 points au compteur. Et puis le classement, il faut le dire, en tête est bien entendu bousculé en marquage à la culotte. S Police et Pontet totalisent également 43 points au compteur pour les deuxième et troisième places. Requin Football Club quitte la zone de relégation mais n'est pas très loin non plus. Requin qui monte désormais à la 16e place au classement avec un total de 19 points au compteur. Dynamo de Parakou descend à la 17e place au classement et puis la dernière place est pour Dynamique FC de Djougou avec 9 points au compteur et un goal différentiel de moins 3. On va parler des amateurs. La 15e et 12e journée était au programme ce week-end, notamment dans les poules A et B. Commençons par la poule A, 5 matchs dans le cadre de la 15e journée de compétition ce week-end. Victoire à l'extérieur pour l'équipe de la jeunesse sportive de la vallée de Vinwich FC. 1-1 entre CFS et la jeunesse athlétique de Misrété. La jeunesse sportive de Ouida s'est imposée par un score d'1-0 à l'équipe d'Ainovi. Et puis, même score pour la défaite d'Abisport devant l'équipe de l'AS Léopard. Talon, lors de son déplacement à Dira, s'est imposé par 3-2 à l'équipe de Tambour FC. Dans la poule B, on en était à la 12e journée pour 4 matchs au total disputés. l'USK Baboni s'est imposé par un score d'1-0 à l'AS Tonnerre de Boycan. 1-1 entre l'AS Sota et l'AS Okuta. L'AS GFA s'est imposé par 5-1 à l'équipe de la jeunesse sportive d'Agoni. Et puis Soleil FC a battu par 3-0 l'équipe des Aigles du Boycan. On va aller hors du Bénin. Ouais. On connaît désormais les affiches finales de la compétition interclub de la CAF. Oui, les affiches, bien entendu, finales de ces deux différentes compétitions interclubs de la CAF sont connues après donc la manche retour des différentes demi-finales disputées ce week-end. Commençons déjà par les résultats pour le compte de la manche retour de la demi-finale qui a opposé Zamalek SC à l'équipe du CRB Louisdad d'Algérie. Eh bien, la rencontre s'est soldée par un score nul
et Viège. Et bien entendu, avec sa victoire au match aller 1-0, l'équipe de Zamalek SC s'offre son ticket pour la finale de cette édition de la Ligue européenne, de la Coupe, il faut le dire, de la Confédération. Pendant ce temps, score nul d'un but partout entre l'équipe de l'Olympique Club de Safi et l'équipe de l'USM Alger, pendant que l'équipe de l'USM Alger a concédé un nul de score vierge à domicile, son seul but inscrit pour le nul au match retour devant l'équipe de l'OC Safi. Et bien entendu, lors de son déplacement, lui offre son ticket qualificatif pour la finale au niveau de la Coupe de la Confédération, et donc pour la finale au niveau de la Coupe de la Confédération, on aura une affiche entre l'équipe de Zamalek et celle de l'Olympique Club de Safi. Pendant ce temps, au niveau de la Ligue africaine des champions, pour les deux matchs disputés ce week-end dans le cadre de la manche retour de demi-finale, l'équipe de Mamelodi Sundowns s'est imposée par 1-0 à son homologue de l'Espérance de Tunis. La Renaissance sportive de Berkane a battu par le même score son homologue de l'ASFA, bien entendu du Maroc. Et puis, comme affiche finale au niveau de la Coupe Reine, on aura bien entendu une double confrontation entre l'équipe de Mamelodi Sundowns et celle de l'ASFA, et bien entendu en manche aller et retour pour déterminer le vainqueur de cette édition. Allez, on va finir Tanguy ce matin avec la lutte. La Fédération béninoise de lutte qui lance la préparation de ses lutteurs pour l'édition 2026 du championnat africain de la discipline qui va se dérouler à Alexandrie en Égypte. Et bien entendu, 7 lutteurs convoqués pour le stade de préparation qui se tient 19 au 28 avril prochain au stade Général Mathieu Kékou à Cotonou. À cette édition du championnat d'Afrique de lutte, les objectifs du Bénin et bien entendu sont de divers autres, aller et mieux défendre les couleurs nationales, mais aussi permettre à ces différents lutteurs de gagner des points au ranking. Et parmi ceux convoqués, il y a des lutteurs expérimentés dont le champion du Bénin des moins de 87 kg et meilleur lutteur du Bénin, Boni Iliassou de Mazini Lutte Club d'Itcheli. Et nous pouvons également citer Yamin Atiba de l'US Crétel en France, mais aussi de jeunes pépites dont ceux récemment médaille d'or au dernier tournoi régional d'éducation et de développement de la lutte de l'Afrique de l'Ouest en Guinée Bissau. Il s'agit de Roun Gobi Sakinatou de Abeille Lutte Club de Cotonou et Ayamoudou Seidatou de Dynamique Lutte Club de Nagaïlé. Il est à noter que cette édition du championnat d'Afrique de lutte se tiendra du 27 avril au 5 mai 2026 en terre égyptienne. Allez, ça sera tout pour le tour d'horizon sportif de ce matin. N'oubliez pas le rendez-vous hebdomadaire à suivre sur Canal 3 Bénin, Canal Sport, qui à partir de 21h recevra pour vous la sélectionneuse des Amazones U17 du Bénin, ces Amazones qui ont décroché le week-end de la qualification pour le deuxième tour du qualificatif justement pour le mondial des cadettes. Il faut le dire, après une défaite 3-1 au match aller à Ouagadougou, elles ont su faire leur retard au score et s'offrir leur qualification avec la Mani à Lomé au Togo pour le compte de la manche retour. Ida Azansou sera sur le plateau de Canasport ce soir. Ça sera avec Narcisse Alossé. Bien entendu, au niveau du triathlon, la famille, bien entendu, de cette discipline au Bénin a organisé ce week-end son assemblée générale élective, et bien entendu c'est le président sorti qui revient comme nouveau président réélu à la tête donc de l'instance. Il sera également sur le plateau de Canasport ce soir pour évoquer les défis de son nouveau mandat. Candide, merci beaucoup pour le tour d'horizon de l'actualité des sports. Le grand format donc sera à partir de 21h. Vous aurez l'occasion d'aller plus en profondeur sur certaines informations et en fournir bien d'autres. Merci encore une fois. Passez une très bonne journée et à demain. Mesdames et messieurs, voici mon deuxième invité ce matin. Mon deuxième invité ce matin, c'est Romaric Rondolo, président du DCC. Le DCC, c'est un mouvement, la dynamique citoyenne des collines. Monsieur Rondolo, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci bien. Alors, le DCC a travaillé, faut-il dire, à l'élection de Romuald Wadagne pendant donc
la présidentielle dernière. Et c'est fait, M. Rounolo. Romuald Wadani est élu au premier tour avec près de 95% des suffrages exprimés. C'est du jamais vu depuis 1990. Ceux qui disent qu'il n'y avait pas match, ils avaient visiblement raison. Déjà, merci de me recevoir. Merci de me passer cette invitation. Ils avaient raison, oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que finalement, le taux semble leur donner raison. Est ce qui est. Est ce qui est, ce que nous constatons tous. Non, parce que loin d'un sentiment de bataille déjà gagnée, il a été question en amont d'un dispositif huilé de veille, de travail de proximité avec les populations, de sensibilisation de tous les acteurs, de l'ensemble des acteurs pour arriver au résultat qu'on observe. Donc oui, ils ont raison parce que finalement le taux est un taux inédit, je suis d'accord là-dessus. Non, parce que il n'était pas question de se laisser porter par ces sentiments de déjà gagné. Voilà. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain puisque véritablement l'écart il est énorme. Qu'est-ce que dans les collines, par exemple, votre mouvement a pu apporter à cette brillante élection? Oui, écoutez, Dynamique citoyenne des collines, très tôt, mouvement, pas un acteur institutionnel, mais s'est positionné comme étant une force d'animation terrain. D'accord? Une force d'animation terrain, sensibilisation, forte mobilisation des actions de proximité qui finalement se sont traduites par les résultats que nous avons vus. Il faut dire que spécifiquement dans les collines, aujourd'hui, pour le département, vous avez vu, nous avons, selon les chiffres provisoires donc, de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, c'est un taux de participation dans le département des collines qui est au-delà de 70%. Donc bien au-dessus de la moyenne nationale. Donc nous faisons partie des départements qui tirent la moyenne du taux de participation vers le haut. Donc Dynamique citoyenne se positionne finalement comme étant un des piliers de cette victoire. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? Parce que ce n'était pas aussi gagné d'avance. On a vu un peu le thème, les élans lors de la campagne électorale. C'était beaucoup plus pour sortir les populations. Qu'est-ce qui a bien pu expliquer? Parce qu'on est allé autour de 63% des personnes ayant l'âge de voter qui sont sorties pour faire leur devoir civique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie massive? Alors, cher ami, ce qui peut expliquer, à mon humble avis, c'est cette forte mobilisation qu'on a observée. Trois choses. C'est la combinaison de trois facteurs, essentiellement. Une adhésion, donc, des populations au projet de société, d'accord, de notre candidat, désormais président élu. Une pertinence de l'organisation terrain, une efficacité donc de l'action de proximité qui a été... Avec la multiplication des mouvements, on se disait qu'ils allaient se marcher sur le pied, se manger le nez aussi et commencer à se combattre entre eux. Non, c'était plutôt une ferveur qu'on a observée, en tout cas au niveau des collines. Et c'est pour ça que Dynamique citoyenne des collines, comme son nom l'indique, a défini un périmètre d'action très clair, le département des collines. Et donc, on reviendra là-dessus, cette pertinence. Et le troisième aspect, c'est finalement cette prise de conscience collective des enjeux de ce scrutin. Et donc, ce sont ces trois facteurs qui expliquent qu'on puisse avoir le résultat que nous avons observé à l'arrivée. Pourquoi vous êtes limité au département des collines? Écoutez, le département des collines, parce que nous estimons que n'étant pas un acteur institutionnel, il faut apporter son grain de sel là où on sait que ça doit pouvoir faire mouche. C'est sur ce périmètre qu'on estime avoir la connaissance du terrain, avoir les aptitudes pour aller au plus près des populations. Voilà. Et quand vous aviez parlé population, surtout au sujet, je dois dire, du projet de société du candidat, qu'est-ce qui les a retenus surtout? Ce qui a marqué l'adhésion, a renforcé cette adhésion, a attiré l'attention des populations, à mon humble avis, c'est cet appel de Savet.
Vous savez, au moment, au-delà donc, de la présentation du projet de société du candidat, il a, au moment de la campagne, fait dans le département des Collines 3 étapes clés, dont l'étape de Savay. À Savay, je me souviens comme si c'était hier, où le candidat a attiré l'attention sur la société sucrière de Savay, qui était une entité, une vieille industrie, qui, dans le projet de société, va être remise au goût du jour. Ça, il fallait lire la ferveur, il fallait être là pour voir ce que c'était. Et c'est ça dont je parle quand je parle de l'adhésion des populations au projet de société. C'est près de 2000 emplois dans le département pour Savay. Il y a bien d'autres choses aujourd'hui, les carrières, les projets de marbre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les populations très clairement se retrouvent dans le discours du projet de société. Et donc, à l'arrivée, on voit le taux qui est sans appel. Aujourd'hui, on en parle très peu, mais c'est quand même une réalité qui est occultée par l'élection de Romuald Wadaye. Justement, cette élection qui doit faire penser à l'épilogue du pouvoir Talon. Vous avez parlé des collines. En 10 ans, qu'est-ce qui a bien pu changer au niveau des collines sous la présidence Talon? C'est le lieu déjà de remercier, cher ami Tanguy, et c'est bien d'attirer l'attention là-dessus, de remercier le président Talon et la gouvernance. En 10 ans, ce que moi je peux dire qui a changé de façon notable, au-delà de tout ce qui touche les réformes impactent de façon générale. Je pensais par exemple au service administratif. Voilà, au service administratif, à la transformation digitale et tout, qui impacte l'ensemble des populations et donc dans les collines. Spécifiquement aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau. C'est l'accès à l'eau qui finalement était un problème existentiel. Et je sais de quoi je parle quand les acteurs ou les populations qui m'écoutent de là-bas savent de quoi il s'agit. C'était une denrée rare. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a maintenant peut-être à étendre, à continuer à étendre le réseau. C'est le réseau routier aussi. C'est la réflexion donc de la mise au standard, aux normes internationales du marché régional de Glazoué, et j'en passe. Voilà. Donc, sous la gouvernance Talon, ce sont des choses concrètes comme ça, où les populations se sentent concernées, se sentent interpellées et font partie donc de la transformation, de l'évolution, du développement au plan local, concrètement, qu'on peut toucher. En parlant de l'accès à l'eau potable, comment est-ce qu'on peut en mesurer l'impact aujourd'hui? Partout dans toutes les régions du Bénin, il y a eu quand même une amélioration, je dois dire, du taux d'accès à l'eau potable. Dans les collines, c'est vrai que c'était un problème vraiment sérieux parce que le relief, les difficultés, la qualité de l'eau aussi posaient un petit problème. Aujourd'hui, en matière d'impact, comment est-ce qu'on peut mesurer cette avancée dans les collines? Écoutez, l'eau potable aujourd'hui, l'accès, ça paraît évident au terme des travaux. Ce sont des retenues d'eau. Aujourd'hui, ce sont des installations de traitement d'eau. De traitement d'eau qui permettent de pompage, qui permettent aux populations un impact direct sur la vie de tous les jours, la santé, l'économie locale. Et donc, ça permet d'améliorer tout de suite le quotidien de ces populations-là. Moi, je vous dis encore une fois, cette réforme qui a permis d'apporter l'eau au plus près de ces populations est quelque chose que nous touchons de façon factuelle tout de suite au plan local, dans les collines. Les régions les plus difficiles d'accès en matière de route au Bénin étaient la Takora, la Liborie, les collines un peu. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes totalement désenclavé au niveau des collines. On est désenclavé, mais la dynamique doit se poursuivre. La dynamique doit se poursuivre. C'est vrai que ce serait faire preuve de myopie que de dire que nous ne le sommes pas. Aujourd'hui, c'est vrai que le département des collines est interconnecté via le ZOU. Donc, je pense à la voie qui passe par Corvée, qui passe par Banamé et pour rejoindre Kouaouya. C'est également l'interconnexion entre
plateau, oui, le plateau pour le département du nord des collines Savet, donc l'axe qui fait Kétou Savet. Donc oui, le désenclavement est effectif, nous le touchons du doigt. Mais on a encore un problème de désenclavement des villes ou des villages reculés au sein du département. Entre les localités de Ce sont des choses qui sont en train d'être faites, c'est réel, d'accord, parce qu'aujourd'hui, quand je prends l'axe Glazoué à Klankpa, c'est en cours, d'accord, ça se fait, et ainsi de suite. Donc, il y a encore des choses à faire, si même en 10 ans, on peut applaudir qu'au niveau du département des collines, beaucoup de choses ont été faites. Parlons d'autres sujets. L'autre défi auquel on peut penser, c'est celui du maintien des filles à l'école. Il y a récemment une étude qui a suscité, je dois dire, polémique et surtout intérêt. Les études qui ont montré qu'à Dassa, la zone est rouge avec les filles qui tombent, ma foi, enceintes avant même d'avoir atteint la classe de 3e. Comment y faire face selon vous? Là, vous appuyez là où ça fait mal. C'est vrai. Vous appuyez là où ça fait mal, mais le bémol est que on ne doit pas faire de Dassa une fixation. C'est un problème général que nous observons, pas que dans le département des collines. Toutes les communes du Bénin sont impactées, souffrent de ça. Donc, vous voyez, la solution pour moi, elle n'est ni morale ni punitive. Ni morale ni punitive, et on doit voir la chose dans son ensemble. C'est une solution d'ordre général qui doit être... Qu'est-ce que je veux dire par là? La dynamique en cours doit permettre de redonner aux populations, au tissu familial, sa dignité. Et donc, pour ce faisant, ce sont des actions qui sont des actions collatérales, d'accord, a priori, mais qui visent à apporter une solution concrète à ce phénomène que vous venez d'évoquer. C'est un meilleur accès des femmes, par exemple, qui sont la cheville ouvrière des économies locales, à du financement pour accroître leur capacité d'intervention en termes de commerce et tout ça. Les pères de famille qui sont à 80% des agriculteurs, c'est de permettre qu'ils puissent avoir accès à la mécanisation. Donc, ce sont deux sujets qui permettent, en relevant le niveau de vie, d'avoir un impact direct sur ces filles-là qui sont issues de familles, d'accord, et qui sont issues de familles. Et une fois qu'on a redonné la dignité à ces familles-là, je ne pense pas que vous et moi, on doit pouvoir être d'accord là-dessus, que dès qu'on a les moyens de pouvoir suivre ces enfants, il n'y a pas de raison qu'on retrouve ces phénomènes. Et dernière chose, c'est là où Dynamique citoyenne des collines pourrait intervenir, c'est peut-être dans la sensibilisation, accompagner dans la sensibilisation citoyenne, s'assurer que le programme des cantines scolaires déjà à la base permet de retenir ces filles-là et ces enfants-là en milieu scolaire pour un meilleur accompagnement. Voilà. Dans 7 ans, Romuald Wada serait en train de boucler son premier mandat de 7 ans. Ouais. Selon vous, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme principal élément de succès dans, je dois dire, sa gouvernance, notamment à l'échelle des collines? Oui, au bout de 7 ans, se projeter, c'est arriver au terme des 7 ans avec le sentiment d'une gouvernance inclusive, d'accord, qui permet d'asseoir un climat harmonieux pour permettre d'avoir déployé tout ça. Et au niveau des collines particulièrement, de s'assurer qu'il y a une belle avancée sur les chantiers que nous avons évoqués actuellement, tantôt. Et je veux penser donc de la question de l'éducation, la question donc de l'accès au financement local, donc la microfinance de ces femmes-là, de l'accès donc des populations qui, ma foi, sont agricoles à la mécanisation. Donc moi, je veux voir tous ces programmes-là mis en œuvre pour le bonheur de ces populations-là au terme de 7 ans. Monsieur Rondolo, un mot pour finir. Merci une fois encore de m'avoir accepté chez vous. Dynamique citoyenne des collines tient à remercier toutes les populations qui ont cru au message qui a été passé tout le long et dire à comprendre que malgré la multiculturalité
qui est la spécificité du domaine des collines, que notre force est dans notre unité. Voilà ce que je veux dire pour la fin et souhaiter un bon mandat au président et à la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, en attendant qu'il prête serment officiellement vers la fin du mois de mai, on va attendre aussi la confirmation officielle des chiffres avancés récemment par la Cour constitutionnelle et la Sénat. On va espérer aussi justement que se déroule le mandat de 7 ans le plus tranquillement possible. Allez, bonne journée à vous. Merci bien et à très bientôt. Très bientôt. Mesdames et messieurs, dans la suite d'actu matin, c'est le magazine de ce matin. Mais avant cela, je vais vous proposer de suivre un peu le récapitulatif des faits ayant marqué l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin. C'est une production de Idrissou Boukari qui s'inspire un peu des éléments de reportage relayés par la rédaction de Canal 3 à Bénin. Juste après cela, donc, vous aurez le magazine à suivre. Le temps pour nous de souffler un peu, de revenir par ici, installer Franck Aounou qui va nous proposer justement le commentaire de ce matin à ce moment-là. Voici donc la rubrique d'Idrissou Boukari. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. L'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. 24 heures seulement après la présidentielle du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les grandes tendances. Le duo Wada Talata s'en sort vainqueur avec plus de 94% des suffrages exprimés. Dans la nuit du lundi 13 avril 2026, Sakalafia, président de la Sénat, a dévoilé les chiffres sortis des urnes en se basant sur 90,55% des suffrages exprimés tant sur le plan national qu'au sein de la diaspora béninoise. Cette célérité, alliée à une rigueur arithmétique de chaque procès verbal, a permis à la Sénat, selon son président, de proclamer les grandes tendances qui reflètent avec une clarité limpide la volonté populaire issue de ce scrutin. Dans son discours, Sakalafia a mentionné que le Bénin a triomphé. Le Bénin a parlé dans la paix et la lumière. Il a souhaité que cette concorde nationale continue d'irriguer les cœurs des Béninois jusqu'au terme ultime de ce processus. Des résultats confirmés quelques jours plus tard par la Cour constitutionnelle avec une légère modification à la hausse des chiffres donnés par la Commission électorale. L'article 3 de la décision indique que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Qui s'ensuit que le duo Kossim Boueke, Romuald Wadaï, Mariam Tchabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. De son côté, la Commission béninoise des droits de l'homme, dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril, a effectué sa mission habituelle de monitoring des droits de l'homme. Un exercice qui vise à s'assurer de la transparence, de l'équité, de la liberté d'expression, d'association et de participation conformément aux normes nationales et internationales.
Une surveillance basée sur deux approches, celle de l'observation directe de la CBDH et celle de la mobilisation des données secondaires présentées par les structures partenaires. La Commission a noté dans son rapport que le vote des personnes détenues bénéficiant de la présomption d'innocence n'a pas été effectif. De même, dans le département du Mono, commune de Komé, centre de vote Segin-Komé, poste de vote numéro 4, les membres du poste de vote ont été surpris en train d'estampiller les bulletins de vote en présence des observateurs. La CBDH recommande au gouvernement de faire la lumière sur ces cas d'irrégularité et sanctionner les auteurs. Elle recommande également au gouvernement de tout mettre en œuvre pour le respect du code électoral. La CBDH s'engage à maintenir la veille sur les cas possibles de violation des droits de l'homme au cours de la période post-électorale. Après plusieurs semaines d'observation couvrant l'ensemble du processus électoral, de la campagne jusqu'au scrutin, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a livré sa déclaration préliminaire. Une sortie très attendue qui a dressé un premier bilan du déroulement de l'élection présidentielle au Bénin. Dans sa déclaration, la mission de la CEDEAO a salué la maturité démocratique du peuple béninois tout en formulant des recommandations à l'endroit des autorités béninoises, de la Commission électorale nationale autonome et des acteurs politiques afin d'améliorer la gouvernance électorale au Bénin. La déclaration a été lue par l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO. La mission recommande en outre à l'organe de gestion des élections de poursuivre et d'intensifier les efforts d'actualisation du fichier électoral, notamment en vue d'en améliorer la fiabilité. Le ministre des Affaires étrangères a reçu le mardi 14 avril 2026 les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur désigné du Tchad près le Bénin. Olusegun Adjadi Bakari et le nouvel ambassadeur ont eu un entretien élargi aux délégations de leurs pays respectifs. Au cours des échanges, divers sujets visant à renforcer les relations entre Cotonou et N'Djamena ont été abordés. L'ambassadeur tchadien est diplômé de l'École nationale d'administration d'Alger, option diplomatie et relations internationales en 2001. Il totalise plus de 20 ans d'expérience au service de son pays. Il y a occupé divers postes aussi bien à la centrale que dans les services extérieurs comme chef à la division de la francophonie en mars 2004. Le gouvernement béninois a été doté de concentrateurs d'oxygène. Acquis par l'UNICEF grâce au fonds d'appui de l'ambassade de Chine au Bénin, le geste vise à renforcer le système sanitaire béninois. D'une valeur de plus de 116 millions de francs CFA, ce matériel sanitaire est destiné à plusieurs hôpitaux de 7 départements du Bénin. Ils ont été réceptionnés par le ministre de la Santé le jeudi 16 avril 2026 au centre de santé d'Agbato à Cotonou. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Nadine est étudiante en deuxième année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'un an maintenant, elle a décidé pour s'occuper des
Parce que quand je me connectais, souvent je voyais et j'ai commencé. En découvrant les possibilités de faire des affaires en ligne, Nadine a décidé de se donner sa chance. Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça me bouffe un peu. Donc, quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiante travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagretta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là. Je suis dans un centre là qu'on appelle Joal, je ne sais pas si vous connaissez. C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joal, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon qu'en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là. Maintenant, arrivé là, je vais vous appeler. Je vais vous appeler une fois là. Pour des articles vendus entre 1000 et 5000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger, tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins.
Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel pour des sommes. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être servie. Nadine ne perd pas trop de temps. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique. Elle n'est pas en train de décrocher. Tu vas lui écrire. Oui, ça arrive. Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, Tata. Oui, allô. Je suis au niveau du centre là. Je suis au deux. Ah, ok, d'accord, ça vient. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ah, c'est vous? Oui, bon, ça, c'est vous qui vendez les colliers là. On peut se mettre par là-bas. Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du thym. Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est sûr que c'est pas noir, c'est pas... Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était pas bon. C'est un peu différent, hein. C'est pas exactement comme sur la photo. Si. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. C'est sûr que ça va pas noircir. Non. Il faut bien regarder la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait vite noirci, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noirci. Ok. Ça va combien? Ça va 4 000. Tu veux pas me faire l'édition? Hein? Tu veux l'édition, il faut y aider. Si tu me fais l'édition, la prochaine fois, je vais encore acheter. Pour lui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas faire l'édition là. Je fais une réduction de 200 francs. Hey! Si j'ai 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Tu ne montres pas des choses de mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord parce que c'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là j'ai payé le déplacement. Mais j'ai pas pris le produit.
Disons, comme je fais une réduction de 200 francs, ça revient, l'unité revient à 1800. Ok, donc ça 1800 fois 2, voilà. Ok. Plus les 500 francs. Ça, tu veux bouffer mon argent ce matin. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal comme c'est bon. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Tu as la monnaie, j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Je voulais garder ma monnaie pour prendre ces là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a reçu la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc ça, je suis contente. Voilà. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser là? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Plateau de ce matin, on va enchaîner avec la suite d'Actu Matin. Voici le commentaire de Franck Aoulem. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Vous dites que ce matin, on observe aujourd'hui une montée fulgurante de l'agressivité verbale et des appels à la révolte sur les réseaux sociaux. Comment en sommes-nous arrivés à une telle indécence au nom de la liberté d'expression? Tanguy, on ne le dira jamais assez. Vous savez que le smartphone, les réseaux sociaux, le numérique de façon générale sont un puissant outil qui nous facilite aujourd'hui la vie et qui permet un peu le développement personnel à un moment où le monde évolue très rapidement, mais alors que cet outil devrait être une fenêtre sur le monde entier et un levier de développement, il se transforme trop souvent en un miroir déformant où s'exhibe une indécence qui menace le ciment même de notre vivre ensemble. Le constat est bien amer. Sous le couvert de l'anonymat, parfois porté par l'ivresse des likes à récolter, de nombreux jeunes ont transformé les réseaux sociaux en un tribunal de l'outrage. Ce qui était autrefois le domaine de l'échange est devenu le théâtre d'une indécence notoire et intolérable. Les exemples de dérives verbales et de propos insensés sont désormais légion. Comment ne pas être estomaqué par la violence de certains activistes? Récemment encore, on a pu voir un jeune compatriote, au mépris de toute dignité, souhaiter publiquement la mort à un commis de l'État comme Romuald Wadaï, l'accablant d'injures alors même qu'il n'était pas encore élu à la magistrature suprême. C'est pareil pour Paul Ronquet, qu'on a traité de tous les noms d'oiseaux, et cela au nom de la liberté. Cette haine gratuite et ces propos hautement répréhensibles illustrent très bien un naufrage moral. On ne débat plus, on calomnie, on ne se parle plus, on s'insulte publiquement, on ne critique plus, mais on insulte, on est dans la démesure totale. Les autorités de l'État sont traînées dans la boue, bafouant le respect élémentaire dû à la fonction. D'autres attardés, excusez de peu, vont très loin dans cet élan. Entre l'incitation à la révolte et l'appel à la rébellion, ils confondent courage numérique et sédition en jouant avec le feu de la déstabilisation. C'est la maison commune que l'on risque de brûler. Ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est un suicide collectif en direct sur nos écrans où le manque de patriotisme le dispute âprement à la méchanceté pure, Tanguy. Face à ces comportements qui fragilisent la cohésion nationale, Franck, vous dites qu'il faut trouver un moyen. Comment la jeunesse peut-elle transformer justement ces outils numériques
en levier de développement et de respect de valeurs républicaines. La nation, c'est un chantier colossal dont les défis économiques, sociaux, sécuritaires exigent les bras et surtout l'intelligence de chaque jeune, de chaque citoyen. Le réseau social ne doit plus être une arme de destruction massive tel qu'on le vit aujourd'hui, mais un puissant instrument de mobilisation. La jeunesse doit être le fer de lance du rappel à l'ordre citoyen. Utilisons TikTok, Facebook et WhatsApp pour célébrer la valeur du travail, pour mettre en avant ceux qui innovent et qui transpirent pour le pays. Il est temps de faire la différence. La liberté d'expression est un droit précieux qui permet de critiquer pour construire, pas d'insulter pour détruire. La critique constructive est un acte d'amour pour sa patrie. L'injure en est le déni. Respecter l'autorité d'État, ce n'est pas renoncer à sa voix, c'est reconnaître que sans ordre, aucune liberté n'est durable. Les jeunes de mon pays doivent comprendre que l'écran de leur téléphone est un miroir et aucune patrie ne se construit avec des émojis de colère, mais avec une discipline de fait et un usage judicieux de la technologie. Faisons du digital le mortier de notre unité et non le poison de notre division. Sinon, on nous opposera. Les dispositions du Code sur le numérique adoptées en République du Bénin et les conséquences sont bien souvent fâcheuses pour ceux qui s'y aventurent. Franck, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici nos débats. Le riche, bonjour. Oui. Ce matin, Franck nous propose qu'on évoque, mettons, le comportement des citoyens, des concitoyens sur Internet, les injures qui se multiplient, les menaces et même les appels à sédition et à la mort. Ce n'est pas nouveau, le riche. C'est pas nouveau, mais le phénomène devient récurrent. S'il est vrai que depuis un certain temps, quand nous parlons des jeunes, ce n'est pas que des jeunes, il y a aussi des personnes assez âgées, mais qui sincèrement, comme on le dit, avec l'âge, la maturité, la sagesse prennent le pas. Malheureusement, pour certains, ce n'est pas le cas. On a également des personnes que j'aimerais appeler des adultes, mais je dirais de gros âgés, mais très enfantins, qui aussi jouent à cette scène malheureuse. Vous savez, de plus en plus, ces violences verbales et ces propos à la fois discriminatoires, malsains et avec tout son corollaire, sont de plus en plus le lot quotidien des réseaux sociaux. Or, vous savez, il faut partir de l'origine pour savoir un peu ce qui se passe réellement. Ailleurs, les réseaux sociaux ont été mis en place pour promouvoir ce qui n'est pas trop vu, mettre en vue ce qui n'est pas trop partagé de tous, parce qu'on fait des réseaux sociaux en réalité un village planétaire. Faire en sorte que ce qui se passe dans une contrée très reculée soit suivi par des gens qui sont à l'autre bout du monde. Et l'objectif, c'est de partager la culture, partager les connaissances, échanger, faire en sorte que le Béninois et le Canadien, l'Ivoirien et le Ghanéen, l'Indien puissent se parler en bonne synergie, en bonne intelligence et surtout faire valoir ce qui est beau et attractif. On l'utilise également pour montrer les valeurs intrinsèques et surtout la culture des pays. On fait également, quand je parle de la culture, c'est multidimensionnel bien évidemment. Il n'y a pas que le culturel, il n'y a pas que le culturel tel que connu, il y a aussi l'art culinaire et tout ce qui va avec, le stylisme, tout et tout. Donc je pense que c'est pour valoriser normalement ce que l'on peut découvrir ailleurs. Le Béninois qui est ici peut savoir comment vit l'Égyptien, comment vit l'Indonésien, ainsi de suite. Donc malheureusement, de plus en plus, toujours à la quête des likes, malheureusement, il y a aussi ce côté-là. On se dit, je veux monétiser mon compte, alors il faut que je fasse quelque chose qui intéresse. Mais au-delà des likes, il y a beaucoup plus le problème de conscience. Beaucoup de jeunes, et même certains adultes, comme je l'ai dit à l'entame, ne contrôlent plus très souvent leurs propos. Si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut reconnaître aussi que les partages sans conscience sont encore plus destructifs
que ce que nous imaginons. On ne sait pas ce que ça crée. Imaginez un peu, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Les réseaux sociaux aujourd'hui, tout se joue sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous n'avez même plus de vie privée a priori. Même si ce n'est pas vous qui partagez. Imaginez un peu que vous alliez, là, Tanguy, là où vous êtes par exemple tout de suite, que vous avez envie de vous déstresser un jour, vous allez peut-être dans une discothèque ou bien dans un bar et sous l'effet de l'ambiance, vous avez envie d'esquisser quelques pas de danse. Je mets au défi que le lundi, que cette image-là ne passe sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui veut jouer au paparazzi, qui veut prendre des images, diffuser à l'emporte-pièce, sans votre autorisation, s'il vous plaît. Et parfois, les commentaires désobligeants qu'il y a dessus, parfois, sont de nature à décourager. Et malheureusement, celui qui poste ces messages ne remarque pas souvent le mal psychologique, émotionnel qui fait à celui de qui il parle. Il y a des personnes de qui on parle qui n'ont même pas le courage de mettre leur nez dehors. Il y a des personnes de qui on parle qui parfois se retrouvent en train de vouloir penser à leur propre suicide parce qu'ils se disent mais on m'a déshonoré, on m'a honni, on m'a fait ci. Donc vous voyez, derrière l'écran, on a la possibilité d'écrire beaucoup de choses. Mais ces choses qu'on écrit, ces mots qu'on diffuse et qui font le tour du monde entier, ce sont des mots qui peuvent détruire l'image non seulement de la personne, du pays, mais aussi de tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux, parce que tout ce qui partage aussi participe à ceci. Donc je pense que de plus en plus, c'est un mal qui est devenu récurrent. On l'a vu venir, on l'a vu progresser, mais j'ai l'impression que les lois se corsent, mais ça ne dit rien à personne, parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Bénin, nous avons des lois en la matière. Et c'est pareil pour d'autres pays également, qui ont plus corsé que le Bénin. Malheureusement, est-ce que ça change vraiment? Je pense que c'est la réflexion que nous devons mener. Pourquoi, malgré tout ce que nous avons comme arsenal juridique, nous avons toujours des personnes qui veulent dire n'importe quoi? On peut insulter un chef d'État, sans arrière-pensée. On peut insulter une personnalité sans arrière-pensée. On peut partager, encore plus grave, on peut partager même des images de scènes macabres et faire des commentaires ironiques là-dessus. Moi, je pense que quelque part, nous avons perdu notre humanisme. Franck? Je pense qu'au-delà même de la personne d'un chef d'État, d'un ministre, des personnalités au sommet de l'État, même le simple individu, simple citoyen, qui ne se retrouve pas à un poste de responsabilité politique, parce que c'est eux qu'on voit souvent en avant. Si quelqu'un s'en prend à vous sur les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est un drame. Un réseau social n'est pas fait, par exemple, pour insulter, pour dénigrer, mais c'est fait pour s'offrir des opportunités. Comme l'a dit Ulrich tout à l'heure, lorsque vous utilisez bien les réseaux sociaux, celui qui est au Cameroun, celui qui se retrouve en Égypte, vous pouvez discuter comme si vous étiez dans le même salon, que vous discutez comme si vous partagez la même pièce. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Mais je dois reconnaître que dans certains cas, c'est parce qu'à un moment donné, les citoyens ont senti un peu leurs droits beaucoup bafoués, qu'ils ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Parce que là-bas, il y avait une certaine ouverture, un certain laisser-aller, où ça, on ne contrôlait pas trop au départ. Vous vous rappelez le phénomène des lus pour vous, où le gars reste dans sa chambre devant, avec son smartphone, il lance une alerte, il lance quelque chose, mais il prend le soin de mettre lu pour vous, c'est-à-dire qu'il a lu quelque part et il vous fait lire ce que lui, il a lu. Mais par la grâce de Dieu et par les efforts que le législateur a fait au Bénin, nous avons aujourd'hui une régression de ce phénomène. Lorsque je laisse ça, les gens, tout le monde se réclame jeune. C'est pourquoi j'ai parlé de jeunesse. Les gens se voient encore très fougueux, ils ont encore de l'énergie. Je dois participer, disons, à l'évolution de mon pays. Je dois discuter, je dois donner mon opinion. Personne ne vous refuse ce droit-là, mais il y a 1001 manières de donner son opinion. Il y a 1001 manières de critiquer. Lorsque vous en venez à vous en prendre à quelqu'un qui est candidat, qu'il soit de l'opposition, de la mouvance, ou même un responsable à un niveau donné, ils vont juste parfois dans la vie privée des gens, on va fouiller et on expose ça sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est extrêmement grave. Et si aujourd'hui on n'avait pas, par exemple, une loi sur le numérique, je me demande à quel stade
quel serait aujourd'hui le niveau de dépravation sur les réseaux sociaux. Heureusement que nous avons une loi. On peut critiquer la loi, on peut trouver qu'elle est trop dure, mais on doit se réjouir du fait que ça circoncit un peu les conséquences. Et ce que je voudrais même dire, les pays doivent s'entendre pour conjuguer leurs efforts et combattre un peu les dérives que nous observons. Parce qu'il suffit, par exemple, de traquer quelqu'un qui est ici et qui émet des opinions, qui fait du désordre sur les réseaux sociaux. Il se déplace à quelques kilomètres, il se déplace vers le Togo, il se déplace dans un autre pays et il a la possibilité d'utiliser ce même réseau social pour envoyer ces mêmes messages dans leur teneur exactement dans leur pays. Donc je pense qu'on doit peut-être réfléchir au niveau de la CEDEAO, des organismes internationaux ou encore des organisations sous-régionales pour trouver la formule afin d'éduquer autrement les jeunes, d'éduquer tous ceux qui sont utilisateurs des réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est moins remarquable, mais sur WhatsApp, TikTok, c'est vraiment le vrai désordre et on doit y penser sérieusement. Merci beaucoup, cher monsieur. Il est 8h56. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que les réseaux sociaux, c'est l'espace grandeur nature de nos comportements individuels et en miniature. Les réseaux sociaux sont venus amplifier un peu ce que nous avions comme habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et quand on voit un peu, je dois dire, ce que nous faisions avant l'avènement des réseaux sociaux, on peut pas être surpris justement de ce que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui. Même dans la presse, même dans la production, même dans la production médiatique, la presse qui est censée être, je dois dire, l'exemple. Mettons du respect de l'autre, etc., du bon comportement, etc. Il y a dans la production de la presse des injures, de la diffamation, de l'insulte, etc. Et on transmet comme des codes, comme des normes, et c'est vraiment, vraiment dommage. J'espère véritablement que, en tout cas, on fera un travail d'éducation pour l'ensemble des structures dédiées à cela. Cette éducation-là, parce que sans cette éducation, ce serait comme si il n'y a rien à faire a priori, parce que décourager, c'est bien. Mais il faut anticiper, c'est mieux. Travailler à ce que celui qui va vers les réseaux sociaux soit vraiment conscient de ce qu'il fait. A dit une éducation citoyenne et une éducation vers du digital. Absolument, c'est important. Moi, je ne pense pas véritablement que le contrôle strict, je dois dire, de l'espace d'expression soit véritablement la solution. Allez, merci beaucoup à vous. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Il y a une dernière chose à vous proposer, le temps de passer à la conclusion totale. Cette émission, c'est la revue de presse que vous allez suivre, qui va revenir sur l'essentiel des informations relayées par les quotidiens dans leur production de ce lundi, premier jour de la semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas que Canal 3, c'est votre première source d'informations crédibles. Ne laissez jamais loin de votre télévision. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Dans les colonnes du journal Le Matinal, on peut lire qu'à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 par la Cour constitutionnelle, l'ex-chef de l'État Thomas Boniayi adresse ses félicitations au président élu Romuald Waragni tout en l'exhortant à œuvrer pour le rassemblement, la restauration de la confiance institutionnelle et la réconciliation nationale. Fraternité parle de la réaction républicaine de Yayi et des doléances au nouvel élu. L'ex-chef de l'État Thomas Boniayi a réagi suite à la proclamation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Il a félicité le président élu Romuald Waragni tout en formulant des attentes majeures. Il a appelé le nouvel élu à la réconciliation nationale, la libération des détenus politiques, le retour des exilés, le renforcement du dialogue pour restaurer la confiance et l'unité au Bénin, une sortie à la tonalité républicaine.
mais politiquement significative au regard de son positionnement récent dans l'opposition. Pour la presse du jour, par quelle alchimie Wadaï pourra-t-il parvenir à régler ses vœux alors que ce sont pour la plupart des dossiers judiciaires déjà vidés et des personnes condamnées? Patrice Talon n'a cessé de répéter que pourquoi avoir des traitements à géométrie variable à deux compatriotes dont les comportements les ont amenés en détention. Peut-être que Romuald Wadaï saura trouver la formule pour réaliser les vœux d'un de ses illustres prédécesseurs qu'est Boni Yayi, conclut le journal. Pour Gasquiani, Boni Yayi, par ce clin d'œil public, semble poser une pierre dans le jardin de la nouvelle présidence. Il a montré qu'il reste un acteur incontournable de la vie politique béninoise. Même hors du pouvoir, ces félicitations ne sont pas une reddition, ce sont des conditions polies. Les réponses à ces questions dessineront le visage de son mandat du nouveau président de la République, estime le journal. Et puis, le matinal s'intéresse à l'élu de la 20e circonscription électorale pour écrire qu'invité de l'émission Zone Franche sur Canal 3, le dimanche 19 avril 2026, le député Louis Coupé-Medji livre une lecture sans équivoque des résultats de la présidentielle du 12 avril. Pour l'élu de la 20e circonscription, le score historique de 94,27% obtenu par le duo Wadaï-Ntalata constitue bien plus qu'une victoire électorale. Pour Fraternité, l'honorable Louis Coupé-Medji a livré son analyse sur les résultats obtenus par son candidat, l'adhésion populaire observée et les enjeux de développement à venir. Il a d'abord présenté le plébiscite du président élu comme le choix du peuple détenteur du pouvoir politique, une expression qui, selon lui, dénote de la maturité de la conscience populaire. Dans la suite, la nation informe qu'une mission technique s'est rendue sur le site du laboratoire national de contrôle de la qualité de l'eau et des produits de santé à Abomey-Calavi vendredi dernier dans le cadre de la réception provisoire de cette infrastructure stratégique appelée à renforcer la sécurité sanitaire au Bénin. Le laboratoire intègre plusieurs innovations technologiques. Le bâtiment comprend des espaces spécialisés, notamment une zone de microbiologie au rez-de-chaussée et un niveau administratif structuré. L'infrastructure est équipée d'un système énergétique hybride combinant réseau conventionnel, groupe électrogène et installation photovoltaïque. Avec la presse du jour, on peut lire que le ciel s'assombrit pour l'influenceur panafricaniste Kemi Seba, arrêté le lundi 13 avril 2026 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est désormais au cœur d'une bataille judiciaire de haut vol. Le Bénin, qui n'a pas oublié les vidéos triomphales diffusées lors de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025, a dépêché une délégation ministérielle pour s'assurer que le fugitif réponde de ses actes devant la criette. Le mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise en décembre 2025 est sans équivoque apologie de crimes contre la sûreté de l'État et l'incitation à la rébellion. Kemi Seba a joué avec le feu du putschisme. Il se brûle aujourd'hui au fer de la loi internationale, estime le journal. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.